Si vous voulez bien, nous allons commencer. Bienvenue à toutes et à tous, malgré peut-être quelques difficultés d'accès que vous avez pu éprouver pour venir jusqu'ici. Merci d'abord à Claire Chahine, qui est l'une des meilleures spécialistes du traitement du cuir, d'avoir accepté de nous entretenir du parchemin. Mais avant de passer le micro à Claire, je voudrais replacer le rôle du parchemin dans la vie de notre quartier. Voici un manuscrit italien du XIVe siècle qui évoque un petit peu une scène qui pouvait se passer dans notre quartier, puisque vous voyez que du haut de sa chaire, le professeur enseigne doctement, tandis qu'en bas, les premiers rangs paraissent un peu studieux, mais à l'arrière, ça discute beaucoup et ça dort. Je ne voudrais en aucune manière incriminer les universitaires et les élèves, les étudiants parisiens, mais vous dire simplement que nous sommes sur une montagne où l'afflux croissant des maîtres et étudiants dans ce quartier de l'université fait s'installer tout un corps de professionnels du livre, que ce soit les écrivains, les parcheminiers, les copistes, les enlumineurs, les relieurs et les libraires. Vous savez aussi que notre quartier compte encore une rue, la rue de la Parcheminerie, qui est juste à côté de Saint-Séverin. Elle ne s'est pas toujours appelée ainsi. En effet, en 1273, on en trouve la trace sous le nom de rue des Écrivains, parce que vraisemblablement, à cette époque, elle abritait peut-être davantage d'écrivains que de parcheminiers. La tendance a dû s'inverser au siècle suivant, parce qu'en 1387, elle prend d'abord le nom de rue des Parcheminiers et ensuite rue de la Parcheminerie, nom qu'elle gardera jusqu'à maintenant, même si une grande partie de la rue a été démolie en 1913. L'un des passages obligés du parchemin dans Paris était la halle dite du parchemin, située dans l'hôtel des Mathurins, dont nous avons parlé au mois de décembre. Vous savez, cet hôtel dont Emmanuel Bermès nous a parlé et qui était à proximité de la rue Saint-Jacques. Vous dire encore que le déclin du parchemin, il a commencé aussi dans notre quartier, puisque c'est Guillaume Fichet, le recteur de l'université, qui fait venir de Mayence en 1469 3 imprimeurs, dont Ulrich Gehring, qui fondera ensuite son imprimerie rue Saint-Jacques au Soleil d'Or. Donc, en quelque sorte, le quartier latin a servi aussi à la diffusion du papier. Et, du parchemin d'abord et du papier ensuite. Ensuite, un mot de lexicologie. Au XVIIIe, est-ce que je me trompe, Françoise, un parchemin, c'était bien un titre de noblesse? Bon, soit, c'est ce que disent les dictionnaires, parce que les titres de noblesse étaient en général bien calligraphiés sur un parchemin de qualité, tandis qu'au XIXe siècle et maintenant, pour un étudiant du quartier latin, un parchemin c'est autre chose, c'est ce qu'il essaie d'obtenir à la fin de l'année. Et Dieu sait si en ce moment il y en a qui doivent s'inquiéter pour ce support. Voilà, donc nous allons parler de nos parcheminiers parisiens, dont voilà le blason avec sa description héraldique. L'histoire du parchemin à Paris a été peu étudiée. Le livre des métiers d'Étienne de Boileau ne les cite pas. Pour le XIIIe, nous disposons surtout des registres de taille qui indiquent que la rue des Écrivains comptait 25 des 28 parcheminiers qu'abritait la paroisse Saint-Séverin. Alors, est-ce que le parchemin se fabriquait à Paris ou est-ce qu'il était préparé en province et que les parcheminiers parisiens n'étaient que des finisseurs, si on peut dire, des ratureurs et des marchands? Les sources ne permettent pas pour le moment de le dire de manière définitive. Quelle est leur clientèle? C'est d'abord toutes les chancelleries royales, la chancellerie diocésaine, les communautés religieuses pour leur bibliothèque. Souvenons-vous, nous, de la richesse des bibliothèques de Sainte-Geneviève, de Saint-Victor. C'est aussi, bien sûr, et surtout l'université. Et l'université va essayer de garder le contrôle de tous les métiers du livre, mais de garder le contrôle aussi des prix et de la qualité du parchemin.
Et c'est grâce à un arrêt du Parlement de 1291 que l'université a réglementé le marché du parchemin. Elle voulait en effet se garder les plus belles pièces et elle voulait surtout ne pas laisser monter les prix. Où se vendait le parchemin? Alors il se vendait à deux occasions dans des foires, c'est-à-dire à la foire du Landy sur la plaine de Saint-Denis en juin et à la foire Saint-Lazare en novembre. Et le reste de l'année, la vente se faisait dans la halle des Mathurins dont je vous ai parlé. Et c'était aussi bien dans les foires qu'à la halle des Mathurins l'occasion pour le recteur de faire contrôler, parce que les textes appellent ces suppôts, de faire contrôler la qualité du parchemin, les prix et surtout de percevoir une taxe. C'était rectorié et jusqu'à la Révolution, je crois que cette taxe a été l'un des seuls revenus du recteur. Alors, je viens de vous parler du Parlement, c'est une transition pour vous montrer maintenant et vous parler, bien que la place de Françoise Dessemer qui nous a parlé de Richelieu serait plutôt à ma place, mais elle corrigera, j'espère, si je fais des erreurs, ce que les archives nationales concernent de plus volumineux en matière de parchemin, c'est-à-dire les archives du Parlement de Paris. Là, vous voici dans la galerie du Parlement. C'est un magasin d'archives qui est l'un des plus connus des archives nationales, construit sous Louis-Philippe pour conserver les archives en provenance de la Sainte-Chapelle. Michelet y a travaillé et en a parlé. Si vous souhaitez le visiter dans le cadre des Journées du patrimoine, c'est l'un des magasins dans lesquels on vous emmènera. Il comprend les galeries de la plus grande juridiction de France de 1254 à 1789. Françoise me rappelait tout à l'heure que c'était bien 26 000 registres, plus l'équivalent en liasse, puisque en séance, les greffiers prenaient un compte-rendu rapide qui était ensuite transcrit plus ou moins tard sur parchemin. Et ce sont tous ces registres de transcription que nous avons là. Alors, dans l'un des registres, en 1429, un des greffiers, Clément de Fauquembert, qui s'ennuyait un petit peu, s'est mis à dessiner, il a pris sa plume, et il s'est mis à dessiner le profil de Jeanne d'Arc. Et je crois que c'est une des seules représentations de Jeanne d'Arc que nous connaissions bien. Alors, si nous nous approchons encore plus des reliures, on distingue donc ces reliures dont certaines, peut-être les blanches, sont en parchemin, d'autres en cuir. Les vertes ne sont peut-être pas très bien identifiées. Aux archives nationales, la légende court que ce serait des pots de serre. Mais ça peut être aussi bien de la basane verte. Seules des analyses très, très approfondies pourraient le montrer. Alors, voilà la série des tout premiers registres. Pendant longtemps, les plus anciens registres du Parlement ont été désignés soit par le nom de leur rédacteur, soit par la nature des actes qu'ils contiennent. Et le tout premier commence en 1254, tandis que celui-ci, qui a été tenu par Nicolas de Chartres de 1274 à 1299, commence par ces mots, c'est pas la bonne page, Olim homines de Bayona, ce qui veut dire jadis les gens de Bayonne. Et du coup, plus tard, cet ensemble de tout premier registre a reçu le nom d'Olim pour désigner vraiment la tête de cette série impressionnante. Alors, Françoise a bien voulu me faire passer des images de parchemin parmi les plus beaux. Ici, vous avez le registre du Conseil secret du roi. Nous sommes en 1643 et vous voyez une écriture extrêmement soignée avec des fioritures et le nom du greffier, maître François Dutillet, le conseiller, protonotaire et secrétaire et greffier en chef, est quelqu'un de tout à fait prestigieux. Voilà le lit de justice. Le lit de justice, comme vous le savez, c'était un événement tout à fait exceptionnel. Le roi se rendait dans l'une de ses cours souveraines et ici, dans celle qui était la plus célèbre et aussi la plus remuante. Il se rend au Parlement, mais ça n'est pas un roi de n'importe quel âge et il ne s'y rend pas n'importe comment. Louis XIV a quelques 5 ans
il s'y rend dûment chapeauté par sa mère, le chancelier, etc. Il va prononcer quelques mots, ensuite Anne d'Autriche prendra la parole, et puis le chancelier déclarera que le roi confie la sage administration du royaume à sa mère. Alors, toutes les 3 colonnes que vous voyez en bas décrivent tout le cérémonial et comment sont placés les hauts dignitaires de la cour. C'est un document tout à fait exceptionnel. Et en voilà un sur papier, c'est le dernier, il est tout à fait exceptionnel. C'est l'annonce par Louis XIII de la mort de Richelieu et de son remplacement par le cardinal de Mazarin. Alors au niveau des supports, vous pouvez voir tout de suite la différence entre le parchemin qui est beaucoup plus rigide et le papier plus souple, et au niveau de l'écriture et de la graphie, la différence entre le caractère très posé des écritures que nous avons vu précédemment et celle-ci qui est beaucoup plus rapide. Voilà, je m'arrête là pour laisser Claire parler de sa spécialité. Alors, avant de parler de support de l'écriture, on va s'intéresser à la découverte et à l'invention de l'écriture, et j'ai trouvé cette jolie phrase. L'écriture est née de la rencontre de l'argile et du roseau, et le plus ancien témoignage connu que l'on en a, ce sont des tablettes sumériennes qui portent une écriture pictographique et qui ont été retrouvées en basse Mésopotamie. Voilà une carte de la Mésopotamie à Uruk, que vous voyez ici sur les bords de l'Euphrate. Alors, les différents supports. Bon, on a donc écrit sur argile, on a écrit sur pierre, sur cailloux, aussi sur des débris de verre, sur des éclats de pierre qu'on appelle les ostracas. On a écrit sur bois, plus ou moins recouvert de cire. Pour les matériaux souples, là c'était des matériaux rigides, pour les matériaux souples, on a écrit sur papyrus, dans des civilisations différentes, sur feuilles, sur écorce, sur bambou, en particulier en Inde, en Chine et au Japon. Et puis pour notre civilisation, sur peau, cuir et parchemin. Et le dernier né, c'est le papier, auquel on peut ajouter maintenant tous les supports numériques qui servent pour l'écriture. Alors, la forme de ces supports, eh bien, c'est la tablette. J'ai parlé des tablettes de bois, tablettes de cire, le rouleau, et le livre, c'est le codex. C'est la dernière forme, si on exclut les supports numériques, c'est la dernière forme de support d'écriture. Les instruments, c'était le stylet, le calame, c'est un roseau taillé, et la plume d'oie. Alors, l'utilisation de la peau pour écrire, elle est très ancienne, puisque la mention la plus ancienne, la première mention qu'on en possède, on ne possède pas ce document, elle date de la 4e dynastie égyptienne, c'est 2900-2750 avant Jésus-Christ, ce qui est quand même très ancien, sachant que l'écriture est née à 3000, on a vu 3300 avant Jésus-Christ. On a aussi mention de diphtéra, qui signifie peau en grec, au moins 2000. Et puis on possède aussi au 2e millénaire avant notre ère des rouleaux qui sont décrits comme étant écrits sur cuir. Ce sont des rouleaux égyptiens, dont 2 sont conservés à Berlin et 1 est conservé à la British Library à Londres. Pour le parchemin, on peut citer un parchemin qui est maintenant conservé à la Bibliothèque nationale de France, qui porte le plus ancien texte grec connu et qui est maintenant conservé à la bibliothèque, qui a été retrouvé à Dura Europos. Et on ne peut esquiver la légende de Pline. Pline rapporte qu'on aurait inventé le parchemin au IIe siècle avant Jésus-Christ, à Pergame, en Asie mineure, qui est dans l'actuelle Turquie, parce que le pharaon d'Égypte, le jaloux de la bibliothèque de Pergame, aurait interdit d'exporter du papyrus hors d'Égypte. Donc Pline rapporte qu'on aura donc inventé un nouveau support d'écriture à ce moment-là.
Mais on ne sait pas du tout, c'est sûrement une légende qui n'est pas entièrement vraie, mais toujours est-il que la ville a une importance parce qu'elle a laissé son nom au matériau. Un parchemin, c'est pergamena en latin. Donc on pense qu'à défaut d'avoir inventé un nouveau support d'écriture, on a certainement dû améliorer la fabrication, modifier la fabrication. Alors, outre le parchemin dont je viens de parler, retrouvé à Dura Europos, on possède aussi deux parchemins, l'un du 1er siècle, qui est maintenant à la British Library, et un autre du 2e à la Bibliothèque nationale de France, mais peu de manuscrits antérieurs au IVe siècle sont parvenus jusqu'à nous. On sait cependant qu'au VIe siècle, le parchemin était utilisé dans les monastères. Et puis le premier diplôme royal sur ce matériau, il s'agit de Thierry III, date de 677. Alors, à partir de là, à partir du 7e siècle, le parchemin va devenir le support par excellence de l'écriture. Et cette situation va durer jusqu'à l'introduction du papier, jusqu'à l'utilisation du papier qui est introduit très tôt en Europe, puisqu'on le trouve déjà au Xe siècle en Espagne, mais qu'il est beaucoup plus tard en France et en Europe du Nord. En France, les premiers papiers datés connus datent de 1300. Mais, comme l'a souligné Claire tout à l'heure, c'est surtout après la découverte de l'imprimerie que les besoins se sont multipliés et qu'on a beaucoup utilisé le papier. Alors, le papyrus a quand même été encore un petit peu utilisé, jusqu'à, je dirais peut-être 11e siècle, au moins on connaît les bulles papales qui ont été sur papyrus assez longuement. Et disons que c'est le parchemin qui a été le support d'écriture par excellence. Alors les usages, essentiellement, le parchemin a essentiellement servi à l'écriture. Alors vous voyez sur la miniature de gauche, elle est intéressante, c'est un manuscrit du début du XIIIe siècle, et on voit le scribe qui a dans sa main droite la plume, doigt, et dans sa main gauche un couteau pour la tailler. Et puis à droite, c'est un manuscrit du XIIIe siècle, et dans cette initiale, on voit le moine qui vient acheter son parchemin auprès du fabricant, auprès du parcheminier. Et on voit d'ailleurs, on va en parler tout de suite, on voit les outils, les instruments, le cadre, et puis le petit couteau semi-circulaire qui sert à la préparation. Alors, il a aussi quand même servi pour la reliure. Là, ce que je vous montre, c'est une reliure du XVIe siècle. C'est à peu près, disons, c'est à peu près tout pour les supports les plus importants. Écriture essentiellement, un peu pour la reliure, mais il a connu d'autres emplois plus rares. Par exemple, il a servi pour fabriquer des cribles. Là, vous voyez une image de l'encyclopédie de Diderot d'Alembert qui montre cette fabrication pour faire des tamis. Il a servi aussi aux imprimeurs pour certaines parties de la presse. Il a servi aux facteurs d'orgue. Il a servi aussi, alors ça c'est amusant, pour faire des gargousses de canon. Les gargousses, ce sont les petits sacs dans lesquels on mettait la poudre. Et le parchemin était quand même assez résistant pour cela. Au XIXe siècle, on l'utilisait pour faire des baleines de corset. Et puis on l'a aussi utilisé pour faire des abat-jours. Aujourd'hui, les seules utilisations, c'est essentiellement la restauration de manuscrits ou restauration de reliures. Et puis, il y a aussi, on dira, quelques artistes contemporains qui sont attirés par la beauté et la noblesse du matériau. Le parchemin, c'est un matériau extrêmement beau. Alors, quels sont les peaux utilisées? Disons que le parchemin, comme le cuir, ce sont des cousins, proviennent de la peau d'un animal. Et pour ce qui est du parchemin, pour le cuir aussi, on a utilisé essentiellement la peau de mammifères, et l'homme utilisait ce qu'il avait sous la main, c'est-à-dire pour les plus fréquents, le mouton, la chèvre et le veau.
il y avait des habitudes alimentaires. En fonction des habitudes alimentaires d'une région où se trouvaient les monastères et les parcheminiers, eh on utilisait telle ou telle peau. En France, je pense qu'on a utilisé surtout du mouton. En Italie, on a utilisé la chèvre. En Europe du Nord, c'était plus le veau. Ça, je parle au Moyen-Âge, hein, bien sûr. On a pu aussi utiliser de façon plus rare la gazelle, le loup, le lapin, le chevreuil, l'écureuil. Pour le cuir, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on utilise aussi d'autres espèces qui peuvent être intéressantes pour leur surface, la surface qu'elles présentent. Je pense en particulier aux peaux de reptiles. Et aux mammifères, il faut ajouter la peau humaine. On a fait des parchemins et on a fait du cuir avec de la peau humaine. Alors, vous avez ici un diagramme qui représente une coupe dans la peau. Et la peau, c'est intéressant de voir ce qui va servir au cuir et aux planeurs et aux parcheminiers. La peau est constituée de 3 couches essentielles, un fin épithélium qui la recouvre, hein, qui est très très mince, et puis tout de suite en dessous, il y a un tissu conjonctif très épais qui est fait de fibres de collagène entrelacées. C'est essentiellement des fibres de collagène avec quelques autres fibres, des fibres élastiques ou des fibres réticulaires, mais qui vont plus ou moins disparaître au cours de la fabrication. Et ces fibres sont entrelacements de fibres, la souplesse est maintenue par la grande quantité d'eau que la peau possède à l'état vivant. Puis ensuite, on a l'hypoderme, c'est une continuation toute simple du derme, dans lequel les faisceaux de fibres sont beaucoup plus lâches. C'est aussi la partie de stockage des graisses. Eh bien, la seule partie qui va intéresser, comme je disais, le tanneur et le parcheminier, c'est tout ce derme et tout ce tissu de fibres de collagène. Alors, voilà ici une représentation schématique de la fabrication. Donc, la fabrication est commune aux 2 matériaux, hein, puisqu'il s'agit de débarrasser la peau de l'épiderme et de l'hypoderme pour ne conserver que le derme. Donc les opérations vont être communes. Ensuite, les opérations vont se différencier complètement. On ne va pas parler du cuir aujourd'hui, simplement le cuir va subir, après l'épilage, va subir une opération très importante, chimique importante, c'est la fixation d'un tanin, c'est le tannage, c'est ça qui va le transformer en cuir. Et après, au cours de la dernière partie, il va acquérir toutes ses qualités marchandes définitives, la souplesse, la teinture, etc. Mais ça, on n'en parle pas. On revient au parchemin, qui, après avoir été, quand le parcheminier s'est débarrassé de l'épiderme et de l'hypoderme, eh bien, il va monter sa peau sur un cadre, ou herse, on l'appelle herse aussi. Il va l'étirer pour la faire sécher et là, il va la travailler et il va lui appliquer toutes les opérations destinées à la préparer à l'écriture, hein, puisque c'est l'usage essentiel. Alors, comment est-ce qu'on obtient l'épilation? Eh bien, il y a 2 types d'épilation. Une épilation chimique avec la chaux, et la mention la plus ancienne qu'on en a est dans un manuscrit italien de la fin du 8e siècle, et qui dit « Mets la peau dans de l'eau et de la chaux, et laisse-la pendant 3 jours, puis tu l'étends sur un cadre, tu la racles des 2 côtés avec un couteau aiguisé, tu la laisses sécher. » C'est la mention la plus ancienne de ce composé destiné à l'épilation. On a pu l'utiliser avant, mais on ne le sait pas. Pour le moment, on n'a pas trouvé de texte. Il faut savoir que les méthodes anciennes d'épilation, c'était des systèmes de fermentation. De fermentation végétale essentiellement, farine, son ou autres substances végétales. Ça, c'est la méthode ancienne. À partir d'un certain moment, mais on ne sait pas exactement quand, on a utilisé la chaux pour l'épilation et on l'utilise encore. Pour le cuir et pour le parchemin, encore qu'on ajoute maintenant des substances pour faciliter les opérations, pour les rendre plus rapides. Alors, une idée un petit peu des instruments, ça c'est toujours tiré de l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert. Voilà les cuves en bois dans lesquelles on faisait tremper la peau dans la chaux. Alors ce composé étant très agressif, les peaux n'étaient pas manipulées à la main. Les ouvriers avaient des bâtons pour introduire les peaux, pour les remuer, pour les sortir.
dans les fabriques modernes, que ce soit cuir ou parchemin. D'ailleurs, on utilise maintenant un équipement mécanique. Là, c'est une coudreuse. On aperçoit d'ailleurs des peaux là, qui prennent une couleur blanche dans la chaux. Et ces coudreuses sont des grands bacs dans lesquels tourne un tambour. Et ce travail mécanique va faciliter la pénétration des composés et va raccourcir les temps nécessaires aux opérations. Pardon, voilà. Et ensuite, on a ici, donc ça résume un petit peu tout le travail de Rivière, c'est toujours de l'encyclopédie. Vous comprenez pourquoi ça s'appelle le travail de rivière, parce que les tanneries étaient le plus souvent installées près des rivières. On voit un premier ouvrier qui lave la peau, il faut la débarrasser des souillures organiques. Il y en a celui de gauche qui apporte la peau à la cuve de chaux. Et puis le troisième a sorti la peau, l'a mise sur un chevalet et la racle. Alors il y a deux types de couteaux. Il va d'abord racler d'un côté l'épiderme et le poil. Ensuite il la retourne et il racle pour enlever l'hypoderme. Alors j'ai mis ici, ça c'est la Bièvre, ce sont des tanneurs, mais c'est amusant de voir qu'on a utilisé le même type d'équipement jusque très tardivement. Tout l'équipement mécanique est né dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc, au XIXe siècle, ce sont des tanneurs, c'est la Bièvre, vous savez, c'est une rivière qui est couverte maintenant, mais on les voit travailler leur peau sur le chevalet. Alors, voilà la forme des herses, des cadres, sur lesquels les peaux étaient montées. Et les cadres circulaires sont assez rares dans l'iconographie. Alors j'en ai trouvé une que je vous ai mise. Alors il s'agit ici d'un manuscrit italien du XVe siècle. Ces formes circulaires sont très très rares dans les enluminures. Généralement, ce sont des cadres rectangulaires. Alors ici on a un manuscrit allemand du XIIe siècle. Vous voyez la herse et le petit couteau. Un manuscrit allemand du XVe, toujours. Et puis, ici, une fabrique moderne. Un parcheminier moderne qui travaille aussi de la même façon sa peau sur la herse, il la racle avec le petit couteau. Alors, cet étirage est extrêmement important et fait l'objet de tous les soins du parcheminier. C'est-à-dire que si la peau ne doit pas sécher trop vite ou doit sécher aussi pas trop lentement. Et dans les pays où il y a une certaine humidité, quand la peau ne sèche pas suffisamment vite, on va utiliser des substances qui agissent comme un buvard. La craie, par exemple, qui absorbe l'humidité. Et ça, c'est très très important. C'est important au point que c'est l'étirage. Le fait d'étirer la peau pendant tout le séchage, l'ouvrier va resserrer les cordes au fur et à mesure que la peau sèche. Et ceci va modifier complètement la structure du derme. Si vous vous souvenez, dans le diagramme que je vous ai montré, j'ai insisté sur le fait que dans la peau fraîche, les fibres de collagène sont entrelacées à la manière d'un tissu, et on va retrouver cette structure dans le cuir. Le cuir respecte en gros cette structure de la peau. Le parchemin la modifie complètement. Les fibres de collagène se modifient sous l'influence des forces de traction qui sont exercées pendant le séchage, et on va obtenir une structure lamellaire qui va donner ces qualités particulières à ce matériau, qui est semi-rigide, qui est souple et semi-rigide. C'est d'ailleurs pourquoi ce matériau s'est si bien prêté et au rouleau et à la confection des cahiers pour le codex. Beaucoup mieux que le papyrus, c'est-à-dire que le parchemin est résistant, on peut le plier en plusieurs cahiers pour confectionner un livre. Le papyrus, c'était plus difficile. C'est pour ça qu'on a abandonné très vite le papyrus et qu'on a utilisé beaucoup le parchemin. Alors voilà des coupes qui ont été faites dans des matériaux. Vous avez un cuir à gauche, on devine cet entrelacement de fibres. Et puis deux parchemins. Au-dessus, c'est un parchemin ancien. En dessous, c'est un parchemin récent, neuf.
et qui fait bien apparaître cette structure lamellaire très particulière aux matériaux. Alors, puisque je reviens toujours au fait que le parchemin a servi surtout pour l'écriture, donc au Moyen-Âge, on s'est beaucoup préoccupé de préparer la surface à l'écriture. On la ponçait. Il n'y a pas seulement ce travail avec le petit outil en fer, mais on la ponçait. Et la méthode la plus fréquente, c'est la pierre ponce, qui est aussi un petit peu absorbante et qui permettait d'éliminer les dernières traces d'humidité qui pouvaient rester en excès dans le matériau. Mais si on ne pouvait pas s'en procurer, là on utilisait autre chose. Alors on voit des cris, des pierres dures, des feuilles rugueuses, et même une fausse ponce. Dans des manuscrits anglais du XVe siècle, on décrit la fabrication d'une fausse ponce avec du verre pilé. Il fallait aussi dégraisser la peau. Si la peau est très grasse, on n'écrit pas facilement dessus. Et on utilisait des cendres qui sont des produits alcalins, cendres de bois, cendres d'os ou cendres de coquilles d'œufs. Généralement, c'était fait par le parcheminier, mais ça pouvait aussi être fait par le scribe au moment où il allait écrire son manuscrit. Alors, autre préparation de la surface, quand on voulait préparer le parchemin à recevoir l'enluminure, on l'encollait avec de la colle d'os, de la colle de peau, de la colle de poisson, qui sont des colles à base de collagène, puisque ça provient du derme aussi, de peau. Et puis alors, amusant, je crois que c'est né au XIXe siècle, le parcheminier il ébouillantait sa surface, et donc on gélatinise un petit peu la surface de la peau, et puis il aplatissait ça avec un outil spécial, ça revenait à mettre une colle de gélatine. On a coloré le parchemin aussi, en pourpre, en rouge, en bleu, en jaune, en vert, en noir. Les couleurs étaient préparées avec un liant, on mettait le colorant ou le pigment en suspension avec un liant, qui pouvait être du blanc d'œuf ou de la gomme arabique, et les couleurs étaient généralement appliquées au pinceau. Rarement le parchemin était immergé. Les couleurs étaient appliquées au pinceau, et bien sûr, très important, on faisait sécher sous tension. Si on remouille un parchemin, si un parchemin reprend de l'humidité et qu'il ne sèche pas sous tension, il gondole. Il a une tendance, les fibres de collagène ne sont pas fixées par un tanin, comme on le fait pour la fabrication du cuir, et il va avoir une certaine tendance à reprendre sa structure d'origine. Et puis parfois, après coloration, on mettait un vernis avec une huile, d'huile de lin, d'huile de cèdre ou d'huile d'olive. Alors, le rouge a posé un problème intéressant. On s'est posé le problème de savoir si on avait utilisé la pourpre antique. Ces manuscrits pourprés sont somptueux. Ils sont écrits avec une écriture d'or, c'est la chrysographie, parfois une écriture d'argent, mais ce sont vraiment des manuscrits vraiment très très beaux. Et on s'est demandé si on avait utilisé la pourpre véritable, c'est-à-dire celle qui est extraite d'un coquillage, qui est le Murex brandaris ou le Murex trunculus qu'on trouve en Méditerranée, et qui servait à teindre les étoffes impériales. La couleur pourpre, c'était un signe de haut rang et était réservé aux dignitaires, les empereurs et les hauts dignitaires. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et la question s'est posée de savoir si on avait pu utiliser la pourpre pour teindre ces manuscrits. Je vous en donne un exemple ici, ils sont très très beaux. Il s'agit ici d'un feuillet des évangiles de Sinope. C'est un manuscrit qui a été réalisé en Syrie ou en Mésopotamie byzantine au VIe siècle. Eh bien, l'analyse a montré qu'on n'avait pas utilisé de pourpre véritable, mais un substitut végétal, enfin une substance extraite d'un végétal. Peu d'analyses, à ma connaissance, ont été réalisées sur ce type de manuscrit, pour une raison bien évidente. D'abord, on ne fait pas de prélèvement, il faut une occasion extraordinaire, ou bien, comme ça s'est produit il y a quelque temps, à la Bibliothèque nationale de France, un manuscrit est venu à la Restauration. Alors, il s'agissait d'une Bible du IXe siècle qui
appartient à la cathédrale du Puy-en-Velay. Et comme des petits fragments étaient tombés, eh bien, le laboratoire a pu faire des analyses. Et là non plus, on n'a pas retrouvé de pourpre, mais aussi un substitut végétal. D'autres analyses ont été faites. Je dirais qu'en tout et pour tout, on doit avoir une dizaine d'analyses sur des matériaux et dans aucun cas on a mis en évidence la présence de pourpre. Alors, là je vais faire une toute petite parenthèse sur les instruments et les analyses. Il y a une évolution, on fait de moins en moins de prélèvements pour faire des analyses sur les matériaux. On fait de plus en plus appel à des méthodes qui sont ce qu'on appelle non destructives. Et en particulier pour la recherche de la pourpre, on va faire des analyses qui permettent de mettre en évidence le brome, puisque la pourpre fait du dibromant indigo. Et ces analyses-là ne nécessitent pas de prélèvement. Et des Italiens ont fait récemment au moins une dizaine d'analyses de manuscrits et ils n'ont pas trouvé de pourpre. Ils n'ont pas pu dire de quel colorant il s'agissait parce qu'ils n'ont pas fait de prélèvement. Ils ont simplement dit qu'il n'y avait pas de pourpre, à l'exception d'un manuscrit italien du 8e siècle, mais c'était dans une lettrine, c'est-à-dire une toute petite surface de couleur. On n'a jusqu'à présent pas retrouvé de pourpre qui aurait pu servir à teindre un feuillet entier. Les historiens le citent, parlent de pourpre, mais quand on se penche un peu dans les manuscrits médiévaux, on trouve mention de cochenilles de kermès, qui sont extraits d'un insecte, de garance, qui est une racine, de bois de Brésil. Alors, c'est amusant de dire que le bois de Brésil, contrairement à son nom, ne vient pas du Brésil, il vient d'Asie. Il était connu bien avant le XVIe siècle. C'est les marins qui ont débarqué au Brésil lui ont donné ce nom parce qu'il y avait beaucoup de bois rouge, il y avait beaucoup d'arbres rouges. Et le bois de Brésil, c'est extrait d'un arbre rouge qui vient de l'Inde ou d'Asie. L'Orseille folium, qui sont des végétaux, et puis on va citer aussi le vermillon, qui est un colorant minéral, pigment minéral. Alors il y a aussi le parchemin teint en bleu, donc en particulier, là ce que je vous montre, c'est un feuillet du fameux Coran bleu. Ce feuillet est conservé à l'Institut du monde arabe. Il date du 9e au 10e siècle et on le suppose avoir été réalisé au Maghreb, ça peut aussi être l'Espagne. Il n'a pas été analysé, mais les historiens, les gens qui le décrivent, les chercheurs qui le décrivent parlent d'indigo. Mais on pourrait quand même aussi supposer le pastel, qui est aussi très ancien. J'ai vérifié, le pastel aussi était connu de longue date. Donc pastel ou indigo. On a teint aussi en jaune, avec du safran ou des baies. On a teint en vert, avec de mélange de bleu et de jaune. Et à partir, je pense que c'est au XVIIe ou XVIIIe siècle, on a teint, il y a une mode des reliures en parchemin vert. Et cette couleur était obtenue avec de l'acétate de cuivre et qui est absolument désastreux pour la conservation. Ça peut se transformer en acide acétique qui va ronger le matériau. Et puis le cuivre aussi, c'est un métal, quand il est en solution, sous forme ionique, eh bien, il va favoriser des réactions de dégradation. Donc ces parchemins, ces reliures en parchemin qui sont vertes, qui se conservent mal, ont probablement été teintes avec de l'acétate de cuivre. On a teint aussi en noir. Moi, j'ai eu l'occasion de voir un parchemin noir qui était... il ne portait pas une écriture, mais il y avait une peinture plutôt. Et ces parchemins-là n'ont pas été analysés, mais on peut supposer que la couleur était obtenue avec... un mélange de tanin végétal et d'un sel de fer ou de cuivre. C'est le principe de la fabrication des encres noires métallogaliques. Il y a deux types d'encre noire, les encres de carbone, qui sont faites avec de la suie, et les encres métallogaliques, tanin plus sel de fer. Et probablement que ces parchemins étaient teints avec ce type de colorant. Alors au Moyen-Âge, on fabriquait du parchemin transparent pour des vitres, on l'utilisait comme vitre, ou pour des calques aussi, c'est assez courant. Et cette transparence était obtenue avec des substances capables de modifier l'indice de réfraction du matériau
coller les fibres et chasser l'air. Si le matériau contient de l'air, il va être opaque. Si on chasse l'air, il devient transparent. Et alors on voit citer le miel, la gomme arabique ou l'huile. Et ensuite, forte pression ou forte tension. Et ce parchemin transparent pouvait être coloré et verni. Alors, je vais maintenant passer à la deuxième partie de mon exposé et vous parler de la dégradation du matériau. Et d'abord les agents de la dégradation. Alors, on va mettre l'homme en première position par des manipulations maladroites ou par, je dirais, le mauvais entretien des locaux où sont conservés les documents, les œuvres en général, auxquels on va ajouter les sinistres, bien sûr, les inondations, les guerres, les tremblements de terre, tout ce que vous pouvez imaginer. La chaleur, sèche ou humide. Alors, la chaleur sèche, elle va favoriser les phénomènes de dégradation chimique du type oxydation, qui vont aboutir à des coupures. Le collagène, c'est une macromolécule. Si on coupe ces ruptures oxydantes, vont couper la chaîne macromoléculaire. Et bien entendu, au point de vue macroscopique, le matériau va s'affaiblir. La chaleur sèche a un autre inconvénient, c'est d'assécher l'environnement, auquel cas les matériaux organiques se mettent en équilibre avec l'atmosphère dans laquelle ils sont conservés. En atmosphère sèche, le parchemin va perdre son eau et va rétrécir. Et vous pensez bien que s'il a en surface une enluminure ou même de l'encre, les coefficients de dilatation ne sont pas nécessairement les mêmes. Et qu'est-ce qui va se passer? Des ruptures dans la couche picturale, ça c'est fréquent. La chaleur humide va favoriser les phénomènes de dégradation de type hydrolytique. C'est aussi une coupure dans les chaînes à d'autres sites, mais c'est aussi une coupure dans les chaînes qui va affaiblir le matériau. Et la chaleur humide a un autre inconvénient, elle va favoriser, c'est une propriété physico-chimique du collagène, c'est ce qu'on appelle la dénaturation ou rétraction hydrothermique. À une certaine température qui dépend du matériau et de son état de dégradation, le matériau se rétracte de façon importante. Si on chauffe du parchemin en milieu humide, il va se rétracter. Et j'ai une petite anecdote, il m'est arrivé de visiter une bibliothèque que je ne nommerai pas, qui avait une inondation et le personnel a voulu assécher rapidement les livres dans un but de les conserver, parce que des livres inondés vont moisir très très vite. Et ils les ont asséchés avec un sèche-cheveux et le résultat sur les reliures en parchemin était assez dramatique. C'est un phénomène réversible sur le parchemin, mais ça sous-entend de démonter le livre et ça fait une restauration lourde après. Alors, continuons nos effets, nos agents. La lumière. Alors, la lumière, elle va être d'autant plus agressive qu'on va se trouver, si on parle de la lumière visible, qu'on va se trouver dans les faibles longueurs d'onde, celles qui sont proches des UV, en dessous près de 500-400 nanomètres, et en dessous pour les rayons ultraviolets. Elle va favoriser des phénomènes d'oxydation, ce qu'on appelle la photo-oxydation. Elle va aussi agir sur les colorants, c'est-à-dire qu'il ne faut pas exposer des documents colorés. Moi, j'ai vu dans des bibliothèques des reliures de couleurs qui étaient exposées en plein soleil. Ça arrive. À l'autre bout, les longueurs d'onde vers l'infrarouge, vers 800 nanomètres, c'est la limite de l'infrarouge, ne sont pas nocives au point de vue chimique, mais elles vont favoriser l'assèchement. On va assécher l'atmosphère, et ça, c'est pas une bonne chose de conserver le parchemin en atmosphère sèche. Je viens d'en parler à l'instant. La pollution atmosphérique, qui consiste, d'une part, on a des particules en suspension dans l'atmosphère, alors il y a de toutes sortes, des spores de champignons, on a des particules métalliques qui peuvent de la suie, qui va salir le matériau, et puis une pollution due à des gaz acides, le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote, qui vont être absorbés dans les matériaux et se transformer en acide sulfurique, en acide nitrique, et qui vont être extrêmement agressif pour le cuir, surtout le cuir de tannage végétal. Le parchemin est un peu plus résistant
à ce type d'agent parce qu'il a un pH alcalin, c'est-à-dire on l'a traité à la chaux, on l'a traité au carbonate de calcium, donc généralement il a un pH autour de 8-9. Donc il va avoir en quelque sorte une réserve alcaline qui va lui permettre de bien réagir à la pollution atmosphérique, mais c'est quand même un agent de dégradation qu'il faudrait mieux éviter. Et puis pour terminer, les agents biologiques, c'est-à-dire les champignons, les bactéries, les insectes et les rongeurs. Et ces agents biologiques vont se développer d'autant plus facilement que l'atmosphère s'y prête, c'est-à-dire une bonne chaleur humide. Ça va être très favorable au développement de tous ces agents. Alors, je vous ai mis quelques exemples de dégradation. Alors, d'abord ici des feuillets de parchemin qui sont gondolés. Pardon. Ici, un parchemin aussi déformé qui, en plus, a quelques autres problèmes. Il a des taches et puis il a des dégradations mécaniques importantes, hein, surtout dans le bas à droite. Pardon, chaque fois je me trompe. Ici, un parchemin déformé qui a un trou au beau milieu. Un parchemin qui a des taches, qui peuvent être des taches d'humidité ou peut-être des taches de champignons. Un parchemin qui a fait une mauvaise rencontre, il a dû se trouver nez à nez avec un rat, un rongeur. Celui-ci, c'est une charte qui présente une dégradation particulière, il se dédouble, la surface, on a l'impression qu'une surface, la surface du parchemin se détache complètement et emporte avec elle l'écriture, hein, puisque l'écriture est en surface. Ça, c'est un parchemin. Ça, c'est pas un parchemin, pardon. Je l'ai mis pour l'exemple. C'est sur papier. C'est un manuscrit syriaque qui a été dégradé par l'encre. C'est assez fréquent sur le papier. Ça l'est beaucoup moins sur le parchemin. Ça peut arriver. Ça l'est beaucoup moins sur le parchemin pour la raison que je viens de vous dire à l'instant, c'est que le parchemin est alcalin, donc a une réserve alcaline. Mais ça existe aussi dans le parchemin. Ce sont les encres métallogalliques qui vont se transformer, l'acide sulfurique qu'on a utilisé ou les sulfates qu'on a utilisé qui se transforment en acide sulfurique dans certaines conditions environnementales et in situ, et cet acide sulfurique, bien sûr, ronge le support. Ça, c'est un parchemin qui a brûlé, et on voit bien les strates. Il faut savoir que c'est un parchemin, mais cette photo est intéressante parce qu'elle montre bien les strates de parchemin. Ça s'est un petit peu délaminé, en quelque sorte. Maintenant, j'arrive à la troisième partie, la conservation. J'ai un petit peu de temps. Alors, la conservation, elle a deux volets. Il y a la conservation, on va dire, intellectuelle. C'est le rôle du conservateur, qui a la responsabilité des collections. Le conservateur enrichit les collections, a la responsabilité des inventaires, il a la responsabilité aussi de la communication, qui va se traduire par des prêts, si on est dans une bibliothèque, ou par des expositions. Et l'autre volet, c'est la conservation matérielle, qu'on appelle aussi conservation-restauration, et qui présente elle aussi deux volets. C'est la conservation préventive, qui consiste à faire en sorte que les matériaux ne se dégradent pas, et la conservation active, où on va intervenir sur l'objet, et ça, c'est le rôle du restaurateur. Alors, à côté de ces deux professions, le conservateur et le restaurateur, il y en a une troisième, c'est le scientifique de la conservation. Et les trois ensemble vont travailler de concert pour protéger l'œuvre. Alors, je vous ai fait un petit schéma. Ah oui, ah non, pardon. On peut se poser la question, effectivement, pourquoi conserver ? Pour transmettre, hein, bien entendu, on veut transmettre le maximum de choses aux générations futures. On ne s'est pas toujours préoccupé de ce problème-là, mais maintenant on s'en préoccupe beaucoup, à tel point qu'il va falloir faire des choix. Et je pense que dans les archives, on s'en est déjà préoccupé. Dans les archives, hein, je cite uniquement le cas des archives, avant 1800 environ, on garde tout, sauf exception. Après 1800, on va faire des choix en fonction de l'intérêt historique, de l'état du document, ou si le document peut servir à compléter une collection. Alors, une petite anecdote, une ordonnance de 1794 stipule que les documents sur parchemin qui sont à détruire doivent être envoyés aux arsenaux
pour fabriquer des gargousses, des gargousses d'artillerie. Hein, ce qui prouve qu'on les a, et c'était bien supérieur au papier, hein, le parchemin beaucoup plus résistant. Ce qui prouve qu'en 1794, on les a quand même utilisés très tardivement. Alors, autre question qu'on peut se poser, comment conserver? Alors, d'abord, respecter les conditions idéales de conservation, que je vais vous donner tout à l'heure, en respectant aussi une éthique. Enfin, le restaurateur, la restauration doit respecter certains principes de restauration. D'abord, respecter l'œuvre dans son intégralité. Je vais citer là le cas du livre. Jusqu'à ces dernières années, une reliure de livre, je sors un petit peu du cadre du parchemin, mais c'est intéressant, une reliure de livre, lorsqu'elle était dégradée, on la déposait et on en refaisait une autre, à l'identique. Mais qu'est-ce que ça veut dire à l'identique? Sachant que tout au long des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles, on a relié les livres, on a changé la reliure pour répondre au goût d'un collectionneur, pour avoir une belle bibliothèque. Donc, très souvent, refaire une reliure du XIXe à l'identique, hein, c'est bon. Il faut savoir qu'on a très très peu de reliures médiévales d'origine. Hein. Il y en a très très peu, parce que les reliures ont été changées tout au long des siècles. Maintenant, de plus en plus, on essaie de conserver la reliure dans son intégralité en faisant des réparations plutôt, si c'est possible. Il y a des cas où ça ne l'est pas, parce que la reliure, elle a deux rôles, dont un, le plus important, c'est sa fonction la plus importante, c'est la protection du livre. Elle est aussi l'écrin, elle a un rôle esthétique, mais c'est d'abord la fonction. Donc il faut redonner la fonction, et c'est toute la difficulté de la restauration de la reliure. Donc il y a des cas où on ne peut pas réparer. Dans ce cas, on dépose et on refait, mais en conservant précieusement tous les fragments déposés qui peuvent servir aux archéologues du livre, qui vont étudier les reliures anciennes. Et puis, le restaurateur, la restauration doit rester visible. Le restaurateur ne doit pas se substituer à l'artiste, il doit rester en deçà. De toute façon, on ne peut jamais revenir à l'original, parce qu'une œuvre a 3 temps. Elle a le temps de la création, c'est le passé. Elle a le temps de l'observation, c'est le temps présent. Et puis il y a tout ce laps de temps qui s'est déroulé entre les deux, pendant lequel le matériau a évolué. A évolué naturellement parce qu'il a subi des dégradations, et puis aussi par son usage. Et parfois, des traces d'usage peuvent être intéressantes à conserver. C'est pour ça que la restauration, c'est un acte très très important et qui doit être très réfléchi. J'ai encore une petite anecdote. Au laboratoire où je travaillais, il y a quelques années, une restauratrice était venue avec une marionnette. Une marionnette, c'est un genre de parchemin grossier. Hein. C'est un parchemin, c'est une peau qui a été étirée, qui n'est pas catanée, qui a été étirée et peinte. Et le problème se posait de savoir jusqu'où la nettoyer, comment la nettoyer. Et je me souviens, il y avait des traces noirâtres, c'était des traces de suie. Et la décision a été prise de ne pas les enlever, justement parce que c'était un témoignage de l'utilisation. Cette marionnette avait été montrée près de la flamme d'une bougie, et ces traces de suie étaient un témoignage. Donc il fallait conserver, qu'il ne fallait pas faire disparaître. Tout cela pour vous dire que la restauration, c'est quand même assez... ça doit être mûrement réfléchi. Alors, pour en revenir aux 3 acteurs de la conservation, je vais schématiser. On a l'œuvre, on a le conservateur, qui est le responsable de l'œuvre et qui va discerner des problèmes. Alors, il va s'adresser aux 2 autres, le scientifique de la conservation et le restaurateur. Tous ensemble, le scientifique va proposer un traitement qu'il aura modélisé. Je vais en parler tout de suite. Le restaurateur va dire si cette restauration elle est matériellement possible en fonction de son expérience. Et puis, au finish, c'est le conservateur qui va prendre la décision, mais avec les 2 autres. Et à la fin, seul le restaurateur va intervenir sur l'œuvre. C'est l'homme de l'art, et lui seul a la possibilité de toucher l'œuvre, d'intervenir. Alors, une petite explication sur le rôle du scientifique de la conservation. Il va caractériser les matériaux. Il faut bien connaître les matériaux si on veut comprendre comment ils se dégradent. Il va déterminer les mécanismes d'altération
et l'influence de l'environnement dans cette dégradation. Il va modéliser l'altération en s'aidant de vieillissement artificiel. Il va développer un traitement pour limiter, voire inhiber la dégradation qui va être proposée au restaurateur. Mais avant, il va étudier le vieillissement du composite. Il doit s'assurer que le traitement appliqué à l'œuvre, le composé qu'on va appliquer à l'œuvre, ne va pas se révéler au cours du temps agressif. Voilà. Donc, après toute cette étude, il va proposer le traitement au restaurateur et au conservateur et la décision sera prise en fonction de cela. Alors, j'ai parlé plusieurs fois des conditions de conservation. Voilà les conditions idéales pour le parchemin, pour les composés organiques, c'est-à-dire parchemin, cuir, papier, textile aussi. On ne parle pas de métal. Le métal ou la photo nécessite des conditions tout à fait différentes, ce qui peut poser problème lorsqu'on a des objets composites. Si on a une ferrure sur une reliure, qu'est-ce qu'on va privilégier ? Les conditions, le métal nécessite des conditions sèches pour bien se conserver, et pas les matériaux organiques, parce qu'ils vont rétrécir. Donc les conditions, l'idéal, ce sont les conditions stables. C'est ça l'idéal. Et le plus près possible de 18-20 degrés, 50-55% d'humidité relative. Des milieux non pollués, si nécessaire, il faut filtrer les polluants. Et chacun sait que les bibliothèques ne sont pas à la campagne, elles sont au cœur des villes, donc soumises à l'influence des polluants. Donc autant que possible, filtrer les polluants. Et puis filtrer les rayonnements nocifs, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Alors on va maintenant exposer rapidement les traitements de conservation. D'abord la désinfection, des problèmes biologiques sur les documents sont quand même relativement fréquents. Alors, en termes de désinfection, on est un petit peu démunis maintenant parce qu'on possédait, il y a quelques années, un traitement à l'oxyde d'éthylène qui était très actif parce qu'il était à la fois insecticide, fongicide, bactéricide. Comme c'est un gaz, on pouvait traiter plusieurs documents en même temps, mais c'est un gaz qui est toxique et même cancérigène et dont l'utilisation est maintenant extrêmement réglementée. Dans certains pays, il est complètement interdit. En France, on l'utilise encore dans le milieu hospitalier pour la désinfection de certains instruments qui ne peuvent pas supporter les hautes températures. Et dans le domaine patrimonial, de moins en moins. On l'utilise de moins en moins. Et on n'a pas vraiment de traitement de remplacement qui marche dans tous les cas, comme le faisait l'oxyde d'éthylène, parce qu'il y a des recherches qui ont été faites, par exemple, sur l'utilisation du rayonnement gamma, qui peut être fongicide, mais qui dégrade complètement la cellulose du papier. Donc il n'est pas question d'y mettre un livre. On a fait aussi des essais pour utiliser les micro-ondes, mais qui nécessitent un milieu humide. Donc il n'est pas question d'y mettre du cuir ou du parchemin, parce qu'il y a un échauffement en présence d'eau qui peut avoir des conséquences très graves. Donc la meilleure solution, c'est la protection, c'est-à-dire la prévention plutôt, conservée dans de bonnes conditions, sachant que si les matériaux, même s'il s'agit d'un document qui a été envahi par un champignon, on le nettoie, et puis on le garde autant que possible à 50 ou 55% d'humidité relative, et en principe rien ne doit repartir, mais à la moindre occasion, s'il y a un excès d'humidité, ça va repartir. Bon. Alors, je vous ai montré tout à l'heure des parchemins qui étaient un petit peu déformés, et on va se préoccuper de les aplanir. Alors pour cela, on va utiliser des atmosphères humides, mais des atmosphères froides. On va utiliser de la vapeur froide, donc ça va redonner une certaine souplesse au matériau, et on le fait sécher après sous presse ou sous étirement. Mais là encore, c'est quelque chose qui doit se faire avec beaucoup de précaution, parce qu'il s'agit de ne pas écraser certains reliefs qui peuvent exister sur un manuscrit. Autrefois, on utilisait des bains d'alcool, mais on ne le fait plus maintenant, c'est plus l'humidité qu'on va utiliser. Alors le nettoyage, si j'ai le temps, je vous en parlerai un petit peu après.
Et puis le comblage des lacunes, je vous ai montré un parchemin qui avait un trou au milieu, et le comblage des lacunes, c'est important parce qu'un parchemin qui a des trous est quand même plus faible mécaniquement, donc plus difficile à manipuler. Donc il y a deux méthodes. La méthode traditionnelle, c'est la réintégration du parchemin. C'est une méthode qui nécessite beaucoup de dextérité. On va élaguer la lacune et réintroduire un morceau de parchemin ancien si on peut, ou neuf, qui va épouser exactement le bord de la lacune. Mais cette méthode nécessite d'élaguer un petit peu pour éviter les surépaisseurs. Alors il y a une autre méthode qui a d'abord été développée en Hongrie et puis qui a été reprise en Belgique, qui consiste à utiliser une suspension de poudre de parchemin dans un liant. Le liant, c'est un mélange de dérivés de la cellulose et de colle de parchemin que l'on va introduire sur le parchemin qui est sous une table à vide. Par succion, on va faire descendre la poudre de parchemin qui va s'installer dans la lacune. C'est aussi une méthode, il faut aussi beaucoup de dextérité, mais il me semble qu'elle est intéressante pour les petits trous, en particulier ceux qui sont dans des zones d'écriture, parce qu'on n'élague pas de la même façon pour la réintégration. Donc c'est une méthode qui peut être intéressante. Et ensuite, il faut doubler, il faut consolider. Et pour cela, il y a aussi deux procédés, le papier japonais fin, et puis la baudruche. C'est une pellicule très, très fine et très transparente qui est extraite de l'intestin de bœuf, un des feuillets de l'intestin de bœuf, et que le restaurateur colle. Mais il faut aussi beaucoup de dextérité parce qu'elle n'est pas facile à travailler. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour vous donner un exemple, une démarche de restauration. Il s'agissait d'éliminer les taches. C'est un blanchiment chimique. Je ne sais pas si vous disposez encore de quelques minutes. Enfin, les personnes qui seraient pressées, bien sûr, partiraient. Donc, je continue. Alors, le nettoyage du parchemin peut se considérer à deux niveaux. Vous pourrez peut-être venir à la fin, ou bien on peut déjà peut-être faire passer le parchemin neuf. Puis ensuite, là, j'ai apporté des feuillets de parchemin. Vous voyez que le parchemin peut être sale, hein. Il peut y avoir beaucoup de poussière. Donc, le nettoyage, ça peut consister à dépoussiérer, et ça se fait mécaniquement avec des gommes en poudre. Nous, au laboratoire, on déconseillait le gommage électrique, hein, qui peut être un peu drastique. Et puis, il y a l'autre facette, c'est l'élimination des taches. Et la question avait été posée au laboratoire par les Archives nationales, d'ailleurs. Et ce qui est utilisé dans la littérature, on utilise essentiellement des oxydants, des composés chlorés et du peroxyde d'hydrogène, c'est l'eau oxygénée. D'emblée, nous avions éliminé les composés chlorés parce que le chlore est très difficile à éliminer du matériau. Même avec des antichlores, même avec beaucoup de rinçage, on laisse du chlore et ce chlore peut se révéler agressif dans le temps. Hein. On pense toujours au temps, on pense toujours à la durée en termes de conservation du patrimoine. Donc on s'est focalisé sur l'eau oxygénée, on a entrepris une étude sur l'effet de l'oxygéné sur le parchemin. Ça c'est un exemple qu'on avait fait au laboratoire c'est un portefeuille je crois, ça, hein. C'est un portefeuille. Et voilà, simplement pour montrer l'efficacité du traitement. Je ne le recommanderais pas dans ce cas parce qu'il y a de l'écriture et que cette méthode n'est utilisable que sur des zones hors de l'écriture, hors de zone d'écriture. Et c'est une méthode qu'on applique sur table à vide, donc très localement sur une tâche. Donc, on a vu que cette méthode était efficace. Hein. Première chose à déterminer, l'efficacité du traitement. Ensuite, on va se préoccuper de l'altération éventuelle que ça peut causer. Donc, tout d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que l'eau oxygénée peut être agressive, mais dans certaines conditions d'emploi, comme on peut le faire pour nettoyer une tâche, c'est-à-dire faible concentration, température de la pièce, on ne chauffe pas, et un temps court, il n'y a pas de problème. L'eau oxygénée n'est pas agressive dans ces conditions-là, et il n'y a pas d'effet rémanent parce que ça se décompose. L'eau oxygénée se décompose très rapidement en oxygène et en eau. Donc il n'y a pas d'effet rémanent dans le matériau. Mais la littérature nous a appris
on profite beaucoup des travaux des autres. Quand on entreprend une étude, on va regarder dans la littérature tout ce qui a déjà été fait. Il n'est pas question de recommencer tout. Et on s'est aperçu que des chercheurs avaient mis en évidence qu'en présence d'ions métalliques, c'est-à-dire un sel métallique en solution, eh bien, l'eau oxygénée constituait un système extrêmement détériorant pour le collagène, qu'il dépolymérise. Il coupe complètement la molécule de collagène en petits bouts. Et c'est une réaction qui fait intervenir des réactions radicalaires. Donc c'est extrêmement dangereux, parce que c'est une réaction qui va s'amplifier dans le temps. On peut ne rien voir au temps zéro, et puis ça va s'amplifier dans le temps. Alors on l'a modélisé au laboratoire, et simplement là, visuellement, vous voyez la différence. D'abord, en haut, c'est un parchemin qui a été immergé dans de l'eau oxygénée, à relativement forte concentration, et vous voyez l'effet au bout de 3 jours. Il y a quand même une dégradation qui est visible là. Et en bas, c'est en présence d'ions métalliques, en présence d'un sel de fer. Vous voyez que la dégradation est beaucoup plus importante. Dans les mêmes conditions, le cuivre est encore plus agressif. Et pour mettre la dégradation en évidence, on n'a pas travaillé en immersion, mais par succion, sur une table à vide. Et le cuivre, même effet, vous voyez, à gauche, le parchemin a été traité à l'eau oxygénée, et à droite, avant d'être traité à l'oxygéné, il y avait des sels de cuivre qui avaient été fixés sur le parchemin. Donc, c'est une méthode efficace qui présente un certain danger, et notre étude a consisté à voir si on pouvait protéger le parchemin de cette dégradation, sachant que c'était une méthode utilisée, et largement utilisée. Cette étude a quelques années déjà. Donc, on s'est dit, voyons s'il est possible d'éliminer, d'éviter cette dégradation. Donc il y avait 2 possibilités. Comme il s'agit de particules métalliques décomplexant des métaux, ce sont des substances qui vont former des complexes avec les métaux et qui vont permettre de les éliminer. Et l'autre possibilité, c'était des capteurs de radicaux libres, puisque ce sont des réactions radicalaires. Alors avant, on s'est d'abord préoccupé de voir l'effet sur le parchemin. Bon, là c'est visuel, vous voyez que tous ceux, il y en a 4 qui ont été éliminés d'emblée. Et puis le DTA, c'est un complexant des métaux, c'est l'éthylène diamine tétracétique acide, qui est très efficace. Il a été testé par des tests physico-chimiques pour voir son effet sur le parchemin. Ensuite, on a donc modélisé la réaction, c'est-à-dire un complexant. Parce que quand on a une tache sur un manuscrit, on ne connaît pas la composition de cette tache. On ne sait pas si elle contient du fer, du cuivre ou autre métaux qui pourraient se révéler dangereux. Donc, on a modélisé l'action en mettant une quantité de complexant de métaux en excès, pour être sûr d'éliminer tout le complexant, mais on s'est aperçu par des dosages dans les différents bains, par des dosages de métaux, qu'on n'éliminait pas tout le métal. Donc, on a mis le complexant avec le peroxyde d'hydrogène, et là, on protégeait, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de dégradation, comme on l'a montré ici visuellement. Vous voyez, en bas, c'est un parchemin qui a été traité à l'eau seulement, et en haut, à gauche, avec tout ce traitement comprenant le peroxyde, le complexant, et puis le peroxyde avec le complexant. Et là, c'est visuel, mais des tests physico-chimiques et des vieillissements artificiels nous ont montré que dans ces conditions-là, on n'avait pas de détérioration. Mais cela nous a servi toutefois à mettre en garde et à ne pas recommander cette méthode de nettoyage, parce que d'abord elle est très lourde, elle demande de faire subir au parchemin des rinçages très, très nombreux, ce qui n'est pas très bon pour le matériau. Et deuxièmement, il faut considérer que c'est une méthode qui est uniquement qui vise l'esthétique. Il y a 2 types de traitements. Il y a les traitements de sauvegarde, c'est-à-dire si on risque de perdre un document, on va utiliser un traitement, on va minimiser les risques, mais le risque nul n'existe pas. Donc on va prendre quand même, on va prendre ce petit risque, sinon on perd le matériau. Mais là, c'est un traitement uniquement d'esthétique et le risque doit être nul, et il n'était pas nul. Voilà.
Et donc toute cette étude nous a servi à dire n'utilisez pas le peroxyde d'hydrogène pour nettoyer le parchemin. Voilà, j'en ai terminé. Je voudrais simplement vous montrer cette miniature qui me semble très drôle, amusante, parce que c'est un manuscrit du XIe siècle qui montre dans un scriptorium un moine et un laïc ensemble, en train de copier, travailler ensemble. Et ceci est en quelque sorte les prémices de ce qui va se passer un siècle plus tard, puisque à partir du XIIe siècle, avec l'apparition des confréries laïques, qui sont des ébauches des communautés de métiers, eh bien, la calligraphie et l'enluminure ne sera plus le privilège exclusif des moines. Elle va sortir des monastères. Voilà.